Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui à nos côtés sur une journée qui se voulait effectivement assez pédagogique et qui était consacrée à de la sensibilisation au grand public pour non pas rappeler les événements traumatisants de 2010, mais au moins en faire un petit cas sur l'évolution depuis 2010 en termes de l'évolution des actions de gestion du littoral. Donc ce matin, on a vu pas mal d'actions sur les évolutions réglementaires, les évolutions en termes de prévision et d'outils pour anticiper les risques de submersion, avec des expositions très précises, notamment des partenaires. Et donc aujourd'hui, l'idée de cet après-midi était donc de consacrer un petit temps sur les actions de la communauté de communes de l'île d'Oléron en matière de protection du littoral. Si je le rappelle rapidement, la communauté de communes, c'est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, créé en 1996 pour unir les forces des communes et réaliser des projets d'intérêt général à l'échelle du territoire. Donc on est effectivement partout au service des Oléronais sur différentes missions d'intérêt général, que ça va du soutien au développement économique, à la gestion des déchets, transition écologique, protection et mise en valeur de l'environnement, l'urbanisme, musée patrimoine, action sociale, l'enfant-jeunesse, j'en passe. Et effectivement, aujourd'hui, on est consacré plutôt à l'exposition sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la GEMAPI, auquel je vais consacrer quelques mots. Donc effectivement, la première partie est focalisée sur les actions menées par la CDC sur la gestion du littoral. Et Johan Chaussé, donc animateur du PAPI, nous présentera aussi le programme d'action de prévention des inondations sur Oléron qui est mis en place avec le département. Donc une prise de compétence progressive des activités de gestion du littoral et de structuration du service de la CDC depuis une dizaine d'années, effectivement avec des cadres aussi réglementaires qui ont nécessité, en plus des tempêtes successives qui se sont déroulées, une nécessité de se structurer pour répondre aux défis d'aujourd'hui en matière de protection des populations contre le risque inondation et tout ce qui est la réflexion autour de la gestion du littoral. Donc effectivement, en une dizaine d'années, les activités de la CDC se sont étoffées aussi par les obligations réglementaires. On parlera aussi peut-être de la loi MAPTAM, la loi NOTRe, la loi GEMAPI, pour qu'au final, on finisse à une structuration d'un pôle littoral et nature qui permet d'œuvrer sur les thématiques de prévention inondation notamment et de gestion des espaces dunaires aussi. Donc la GEMAPI, c'est quoi? C'est donc une compétence qui est attribuée aux EPCI de manière obligatoire depuis le 1er janvier 2018, qui œuvre pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc obligatoirement, elle représente 4 grandes missions qui sont donc imposées par ces décrets. Donc l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, c'est l'item 1, qui est là pour préserver, réguler ou restaurer les caractères hydrologiques ou géomorphologiques des cours d'eau. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau également, donc une compétence obligatoire. La protection et la restauration des sites, écosystèmes aquatiques, zones humides et formations boisées, donc tout ce qui est restauration hydromorphologique des cours d'eau, la restauration des zones humides. Et enfin, la défense contre les inondations et contre la mer, un sujet sur lequel on pourra peut-être un peu plus développer aujourd'hui les sujets, avec effectivement tout ce qui est gestion des ouvrages de protection contre les inondations et la submersion. Et je ferai également un petit mot sur la gestion de l'érosion, notamment sur les statuts et les compétences que la GEMAPI introduit ici. La GEMAPI, donc c'est effectivement des obligations, mais c'est aussi de belles opportunités, surtout sur le territoire oléronais, où on a effectivement la capacité peut-être d'avoir une entité territoriale cohérente qui permet de relever certains défis, notamment les dimensions environnementales liées à la gestion de l'eau, qui relève de l'intérêt général. Donc la GEMAPI est aussi avant tout une belle opportunité pour gérer et relever des défis environnementaux. La dimension paysagère en fait partie également. Toutes les actions qui peuvent avoir lieu sur les cours d'eau, les chenaux, les marais peuvent contribuer aussi à l'identité du territoire. Et enfin, une dimension urbanistique d'aménagement, une dimension économique et touristique, bien entendu, avec les activités qui peuvent se dérouler sur l'île, les dimensions sociales et énergétiques également. Donc c'est effectivement avant tout aussi de belles opportunités à
à saisir et les défis à relever en matière de gestion de milieux aquatiques. Et donc sur le territoire oléronais, on a effectivement aussi des enjeux importants. On peut les recenser rapidement sur ces quelques diapos. On a effectivement déjà un linéaire de côte qui est assez important. On n'est pas tout à fait à 100 km, mais on s'y approche avec un ensemble de linéaires côtiers qui est naturel, qui est assez important également, des 53 km de linéaires côtiers naturels, donc qui comprennent les dunes, les falaises et les vasières. Donc effectivement, on a des espaces naturels à préserver. On a 80% de l'île qui est aussi dans des cercles de protection naturelle, titre Natura 2000, SNIEF, ZICO, etc., qui fait aussi l'attrait du territoire, mais aussi les enjeux de préservation environnementaux. Et on a également donc une superficie de marée qui est globalement très importante, plus de 25% des marées libres qui occupent l'espace et qui donc effectivement, on le verra peut-être un peu plus tard, mais ont aussi une contribution, une fonctionnalité naturelle sur la limitation des phénomènes de submersion, puisque ce sont des zones d'expansion importantes, et donc il y a lieu aussi de les préserver, les entretenir pour qu'elles gardent leur rôle naturel. Et effectivement, les marées sont aussi l'élément clé dans la gestion des luttes de prévention des inondations, avec 117 km de chaudeaux qui sont pour l'instant sous l'emprise de la GEMAPI, et un rôle également extérieur à la partie prévention inondation. Les marées sont aussi les ressources et les fonctionnalités écologiques des milieux. C'est aussi là que le développement économique est implanté, donc il y a tout un enjeu important au niveau des marées. Bon, ce qu'on voit sur les cartographies que vous voyez en bas et à droite, en bas ce sont donc la surface occupée par les marées libres sur le territoire, les espaces dunaires et estrants en jaune sur la cartographie en haut à droite, et les milieux boisés aussi, on n'en a pas parlé, mais les forêts domaniales et les espaces boisés occupent aussi une place très importante au sein du territoire, et donc il y a aussi effectivement cette dimension environnementale à tenir compte. C'est un beau potentiel, mais il y a aussi effectivement des aléas importants sur l'île, notamment des aléas submersion. Donc on a ici les cartographies du PPR entre l'aléa Xynthia plus 20 cm et l'aléa Xynthia plus 60 cm, qui montrent effectivement une vulnérabilité du territoire aux aléas submersion qui ont été modélisés et qui font aujourd'hui la cartographie officielle des PPRN sur notre territoire, puisque le PPR a été approuvé en 2018. Donc une île avec du potentiel, mais effectivement donc avec une vulnérabilité au risque submersion, et effectivement également une vulnérabilité au risque érosion. On ne peut pas s'en cacher. Il y a des secteurs, on l'a vu ce matin, avec des taux d'érosion relativement très importants. A priori, donc, ce que j'ai retenu plutôt quasiment les plus forts d'Europe, si on n'est pas contredit sur ce sujet-là, sur le secteur sud-ouest d'Oléron. En tout cas, voilà, il y a aussi des projections qui ont été faites. Donc ça, ce sont les cartes du PPRN qui ont été reprises officiellement, puisqu'il y a eu une projection du recul du trait de côte, soit par l'effet de la tempête Xynthia, ce qui est en bas à droite, soit plutôt par des taux moyens de recul du trait de côte. Donc on a le long tout autour de l'île une exposition différente à ces phénomènes érosifs et des projections de recul du trait de côte différenciées par zone exposée. Mais ces cartes-là, il faut donc en tenir compte pour regarder les opérations, les actions que l'on peut appréhender sur le territoire. Rapidement, dans quelques événements, les gros événements exceptionnels qui sont survenus sur le territoire, qui balayent donc la tempête Martin en décembre 1999, la tempête Xynthia du 27-28 février 2010, et puis également l'hiver 2013-2014, qui n'a pas amené de submersion, mais qui a provoqué d'intenses phénomènes érosifs sur les territoires, les dunes sableuses en particulier. Donc un rappel un peu historique des principaux événements. Après, il y a effectivement des tempêtes un peu plus répétitives et moins extrêmes que celles qu'on a connues, mais qui sont toujours là à prendre en compte également. Donc depuis les zones de solidarité définies par le préfet sur les secteurs donc, de Boyarville et de Saint-Trojan, il y a eu un programme d'action de prévention et des inondations qui a été donc labellisé dès 2012 pour entreprendre ensuite les mesures de protection des zones les plus vulnérables. Et l'élaboration, après la révision, l'approbation du PPRN en 2018
qui permettait d'entériner les différents aléas et les différentes zones de vulnérabilité selon les aléas. Je voulais juste vous présenter ici, par rapport à la rôle de la GEMAPI au rôle de la CDC en matière de gestion des systèmes d'endiguement. C'est le sujet numéro 1 de la GEMAPI aujourd'hui, c'est de pouvoir, sur son territoire, être maître de la protection des biens et des personnes à l'arrière des zones à enjeu, donc sur des systèmes d'endiguement. Alors, le décret DIC de 2015 a permis de préciser les choses. Marie-Christine Barbeau de l'Adréal ce matin l'a rappelé, ce ne sont pas des tronçons d'ouvrages isolés. Le système d'endiguement est bien un ensemble cohérent d'ouvrages qui font en fait obstacle à l'inondation ou à la submersion. Et je dis clos hydrauliquement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être contournés. Donc il faut qu'ils s'épaulent sur des points hauts qui ne peuvent pas être contournés par les autres. Donc voilà, c'est une notion importante et le travail a été fait à la CDC de définir en fait quels étaient les grands systèmes d'endiguement qui devront être pris en gestion, qui sont déjà en cours en entretien chez nous. Donc c'est à terme 24 km de linéaire d'ouvrage que la CDC devra prendre en gestion, entretenir, surveiller, éventuellement fermer s'il y a lieu avec des batards d'eau et mettre en sécurité. Puisqu'en fait le PCI donc, est responsable de l'entretien de ces systèmes d'endiguement jusqu'au niveau de protection qu'il a défini. Alors j'avais fait un petit rappel sur les éléments naturels, les cordons dunaires, les plages sableuses. On a souvent la question, effectivement, ces éléments naturels peuvent contribuer à une protection contre les inondations. Cela étant, ils ne peuvent pas être inclus dans un système d'endiguement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être classés au sens du décret DIG. Ce sont des éléments naturels qui contribuent à la protection des inondations. Il faut regarder leur rôle d'ailleurs à ce titre-là, mais ils ne peuvent pas être classés réglementairement. Cela étant, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les mesures d'entretien qui peuvent être nécessaires pour que le système d'endiguement soit fiable et viable à long terme. Une petite image en dessous pour des éléments un peu de langage sur les ouvrages côtiers, les digues et les systèmes d'endiguement, avec les crêtes de digues qui sont surtout la partie haute de l'ouvrage, les talus des ouvrages, voilà, il y a le pied de digue, enfin, voilà, il y a des notions techniques aussi de conception et de réalisation des digues aujourd'hui. Et puis sur la cartographie de droite, vous voyez en fait, peut-être pas si bien que ça, mais en fait on a les 8 systèmes d'endiguement qui sont localisés sur cette carte-là, avec notamment donc, deux systèmes d'endiguement sur Saint-Tron-Jean-les-Bains. Il y a la partie donc ici Ors-la Chevalerie qu'on voit peut-être pas très bien, les Alars, la Péroche, le système d'endiguement de Boyarville. Il y a les berges du système à l'arrière du port du Douai, il y a la digue de Proire et une étude aussi sur Saint-Pierre où théoriquement une projection d'un système collectif peut être étudiée. Donc voilà, 24 km au total de linéaire. Donc là, sur ce focus-là, je l'ai rappelé, sur le niveau de protection, c'est une hauteur d'eau maximale pour laquelle la zone protégée reste à pied sec grâce au système d'endiguement. Donc on doit être le garant du maintien de ce niveau de protection avec les opérations de surveillance, d'entretien qui doivent être faites sur ces systèmes d'endiguement. La zone protégée, c'est le secteur qui est à l'arrière de ce système d'endiguement et qui permet de protéger les biens et les personnes qui sont bien identifiés, bien évalués. Et donc ça fait suite aussi à un classement réglementaire en fonction du nombre de populations qui est à l'abri de ces systèmes d'endiguement. Sur notre territoire, on sera sur des systèmes d'endiguement de classe C, donc qui protègent moins de 3000 personnes. Des termes de niveau de sûreté, de niveau de danger, je ne vais peut-être pas m'attarder là-dessus, il y a aussi encore pas mal de diapositives à passer. Je suis par contre à votre disposition s'il y a des questions. Et les actions de la CDC, c'est un peu le point numéro 1, c'est de toujours s'assurer du maintien du niveau de protection des systèmes d'endiguement qu'elle a en gestion. Donc c'est passé aussi par des procédures de gestion. Il faut connaître notre système d'endiguement, comment il réagit en cas de tempête, à quel niveau de protection il est dimensionné, pour savoir répondre en cas de crise.
Et puis, dans un second temps, il faut aussi savoir définir des protocoles d'intervention pour sécuriser ce système-là, puisqu'il a très souvent des ouvertures qui permettent en utilisation courante aux promeneurs et à tous les usagers de profiter de l'environnement. Sauf qu'en cas d'alerte, il y a besoin de venir fermer par notamment des bâtards d'eau, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent, mais aussi d'autres dispositifs. Fermer les bâtards d'eau, gérer aussi les ouvrages hydrauliques qui participent à la rétention des eaux et à éviter que l'eau s'engouffre en arrière. Donc il y a lieu de définir des procédures de gestion. Et c'est donc avec les communes, les services techniques concernés que la CDC élabore donc des consignes de gestion et d'exploitation des systèmes pour coordonner les opérations de gestion de crise lorsqu'un événement météo marin est prévu. On va donc s'assurer que les niveaux, s'ils sont inquiétants, on va surveiller la météo. Donc c'est là aussi que les modèles et les systèmes d'alerte de prévision sont importants. Et sur le terrain, on va coordonner les actions avec les services techniques pour venir fermer les dispositifs amovibles. C'est la photo en haut à droite où on a fait aussi des exercices annuels de fermeture avec les services techniques pour améliorer aussi nos capacités d'intervention et mesurer notre efficacité lors d'une survenance d'une tempête pour venir verrouiller le système. Donc ça, passé par ces procédures de gestion, on surveille également par des visites techniques régulières les différents systèmes d'endiguement pour identifier d'éventuels désordres qui pourraient nuire à leur protection et à leur efficacité. Et dès lors qu'on a effectivement identifié d'éventuels désordres, on élabore des travaux d'entretien. En complément des interventions qui pourraient avoir lieu sur les systèmes d'endiguement, on intervient également sur la gestion des marées sous compétence CDC. Donc il y a des périmètres qui ont été définis préalablement, ils seront en cours de discussion pour évaluer les périmètres d'intervention, mais pour le moment on intervient donc sur la gestion courante des marées du Douai et de Papineau. Donc notamment par des travaux d'entretien, de régulation hydraulique des marées. Ça passe par les curages des fossés, la restauration des chenaux et des continuités hydrauliques, la réparation des ouvrages de vantellerie, notamment les écluses. Donc ces travaux et restaurations en marée sont importants pour justement, c'est ce que je disais, réguler la fonctionnalité hydraulique des marées, leur garder leur capacité à stocker les masses d'eau et les volumes d'eau, et donc à gérer finalement la submersion en complément des systèmes d'endiguement. Donc il y a des travaux d'optimisation aussi qui sont étudiés, et puis les marées, ce n'est pas aussi qu'une fonctionnalité hydraulique, c'est aussi des écosystèmes écologiques d'intérêt majeur. Donc il y a aussi des travaux de préservation des enjeux écologiques, avec des campagnes de sensibilisation à l'environnement, de diagnostic écologique, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et puis des travaux de renaturation et de restauration écologique du milieu. Avant d'en finir avec la première partie, il y a aussi donc effectivement tout ce qui va découler de la gestion des cordons dunaires. Donc c'est réalisé aussi en partenariat avec l'ONF, où on a des interventions on va dire, de couverture de végétaux, de lutte contre la déflation éolienne, pour essayer de consolider au mieux les cordons dunaires qui sont sous gestion CDC. Et effectivement, l'ONF fait la même chose sur les zones domaniales. Donc effectivement, il y a des opérations de canalisation aussi du public pour éviter qu'ils piétinent les cordons dunaires. On intervient donc sur la gestion des accès et des cheminements. On fait également des actions donc de casier avec des ganivelles sur le cordon dunaire pour essayer de capter au mieux le sable qui peut s'envoler par le vent, et essayer de consolider ces barrières naturelles qui sont efficaces naturellement contre les aléas littoraux. Donc ça me pousse à aller plus loin sur la réflexion, quelque part qui est engagée aussi auprès de la CDC. C'est OK sur les systèmes d'endiguement. On a un état des lieux aussi sur la vulnérabilité des cordons dunaires, des actions qui sont engagées sur ces cordons. Quelle est la stratégie après à plus long terme sur la gestion durable du trait de côte? C'est quelque chose qui est assez délicat, il y a des processus physiques assez complexes à appréhender, surtout à l'échelle de l'île. Mais on a engagé donc depuis l'année dernière une étude globale de stratégie de gestion de la bande côtière, où une réflexion donc est menée avec un bureau d'études spécialisé pour essayer d'évaluer et de préciser un petit peu l'état des lieux morphosédimentaires du système, la dynamique en termes d'évolution du trait de côte, pour aussi essayer de répondre avec
l'état aussi actuel des ouvrages qui ont été bâtis historiquement tout autour de l'île, de savoir un peu leur état, leur fonctionnement, est-ce qu'ils sont efficaces ou pas. Là, je parle notamment des épis qu'on a pas mal sur le littoral, de digues qui fixent le trait de côte. Donc d'essayer de répondre un peu à toute cette problématique de à quoi ils servent, est-ce qu'ils servent à quelque chose et comment on gère durablement les zones qui sont en érosion chronique, à l'arrière desquelles il y a des enjeux à court moyen terme sur le bâti. Et également, quelles sont aussi les zones qui accumulent du sable, puisqu'on le sait, c'est aussi quelque part les gisements potentiels pour venir accompagner des démarches de rechargement sableux sur les secteurs en érosion. Donc cette approche, elle se veut globale, elle est assez longue effectivement à mettre en place, puisque les sujets sont assez complexes et le territoire est assez vaste, mais on va essayer de répondre avant la fin de l'année à cette problématique et à savoir comment on coordonne ces actions en matière de lutte contre l'érosion, notamment sur les zones d'enjeu identifiées. Je n'ai pas de réponse toute faite pour l'instant, mais voilà, effectivement, et sur ces études stratégiques, la CDC en a mené plusieurs, elles sont encore en cours pour notamment les 2 dernières, qui sont la stratégie de gestion des marées, de savoir aussi quelle implication la CDC va avoir sur la gestion de l'ensemble des marées qui sont sur le territoire. La stratégie locale de la bande côtière, je viens d'en parler, et également aussi toutes les procédures liées au classement des systèmes d'endiguement pour lesquels on doit avoir des autorisations de l'État pour la gestion durable de ces systèmes classés. Donc c'est en cours aussi d'action chez nous. Voilà, je crois que j'en ai fini en tout cas sur l'approche plus globale GEMAPI et les actions de la CDC en matière de préservation des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et je vais laisser la parole maintenant à Johan Chaussé qui va nous présenter le programme d'action de PAPI sur l'île d'Oléron. Un petit focus introductif aussi, puisqu'après il y a le département qui peut-être rebalayera ces sujets. Je te remercie Sébastien. Donc oui, je vais détailler un peu le concept global du PAPI de l'île d'Oléron et ses principaux chiffres clés. Et après une présentation un peu de l'ensemble des actions qu'on a pu mener dans ce cadre-là depuis sa labellisation en 2012. Donc c'est un programme d'action sur l'île d'Oléron décliné en 7 axes, avec un premier axe qui concerne tout ce qui va être l'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque. Donc c'est beaucoup d'actions de sensibilisation, de communication auprès du public notamment. Un axe 2 qui est destiné à la surveillance, à la prévision du trait de côte. Un axe 3 qui concerne plutôt tout ce qui est alerte et gestion de crise. Un axe 4 qui va plutôt regarder la prise en compte de tous ces risques au sein de l'urbanisme. L'axe 5 qui s'attache à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. Donc on va plutôt être sur des études pour définir des ouvrages de protection ou alors de la réduction de la vulnérabilité à l'échelle individuelle. Un axe 6 sur le ralentissement des écoulements, donc là on a plutôt nous mené une étude sur les marais de l'île d'Oléron, et l'axe 7 qui concerne tous les travaux de protection qui sont menés dans le cadre du programme PAPI. Donc nous on est sur un PAPI qui a été labellisé en juillet 2012, avec du coup un premier programme initial sur la période 2012-2018, qui comprenait 2 zones de solidarité, donc avec des actions travaux sur Boyarville et Saint-Trojan, qui a vu, suite au décret de Ligue en 2015, une certaine évolution de ces actions travaux, avec la nécessité de mettre en place un avenant à ce programme donc qui est prévu pour l'instant sur la période 2019-2021, avec de nouvelles actions de protection et de diagnostic de réduction de la vulnérabilité des habitations. Donc on est sur une enveloppe globale de 16 millions 7 à peu près, dont 14,75 millions d'euros de travaux sur l'axe 7. Donc un petit focus sur les différentes actions qu'on a menées au sein de l'axe 1, donc en termes de sensibilisation des personnes. Donc il y a eu la pose de repères de crues. De repères de crues à l'échelle de l'île sur la plupart des zones impactées, donc sur Saint-Trojan, Grand Village, Ors, la Chevalerie, Dolus sur le marais d'Arceau, Boyarville et sur le secteur des Trois-Pierres sur la commune de Saint-Denis. Également différentes actions de projet, donc on a mis en place aussi des panneaux d'information pour expliquer les différents travaux qu'on a menés, donc c'est sur les photos en bas, je ne sais pas si on va bien.
et un projet qui s'appelle Lithosim, qui est ce qu'on appelle un jeu sérieux, qui avait pour but qui a été présenté fait tester aux élus du territoire, donc avec pour but de se mettre à la place des décideurs du territoire et de voir les différents impacts de certaines actions, que ce soit la modification du PLU, passer des parcelles agricoles en parcelles urbanisables ou l'inversement, de créer la gestion de digue, et ça permettait d'avoir une idée du coût et de l'impact de ces mesures sur la submersion. On a eu plutôt un bon retour des élus là-dessus qui ont trouvé le projet intéressant. Également la mise en place de 2 expos itinérantes qui ont tourné sur le territoire, donc Littoral indomptable et Marée insubmersible, qui consistent en des expositions avec des panneaux roll-up, donc une qui était plus centrée sur le littoral, sur le fonctionnement des marais, et une autre sur le littoral, avec une explication de tout ce qui est submersion, plus après un détail du programme d'action au papier également. Et aussi, dans le cadre du papier, on avait inséré la mise à jour des documents d'information communale sur les risques majeurs. Et suite à Xynthia et dans le cadre du papier, maintenant les 8 communes de l'île sont dotées de ce document d'information sur les risques majeurs. Dans le cadre du coup de notre axe de surveillance et prévision des crues, donc on a 2 actions principalement qui sont menées. On réalise une surveillance par drone de nos côtes, donc notamment des cordons dunaires, avec, si vous pouvez le voir sur la carte, toutes les zones en rose sur la bordure sont des zones qui sont survolées par drone 2 fois par an, ce qui nous permet d'avoir une bonne idée des évolutions de notre littoral et des mouvements sableux sur ces secteurs-là. Et également, en partenariat avec le département et le lien, c'est un suivi morphologique des plages, donc avec la réalisation de profils sur des secteurs spécifiques qui nous permettent d'avoir une évolution à un endroit donné de la plage avec ces taux de recul, qui est faite de manière annuelle depuis 2016 maintenant, et qui était déjà entamée avant à l'échelle du département depuis 1999, si je ne dis pas de bêtises, sur ces profils. Après, dans l'axe 3, donc, qui concerne l'alerte et la gestion de crise, là on va plus principalement intervenir, comme l'expliquait Sébastien, dans le cadre de la gestion des systèmes d'endiguement, sur tout ce qui va être la mise en place des batards d'eau dans le cadre de la fermeture de nos systèmes. Donc on réalise des exercices annuels où on va réaliser, selon l'avancée des travaux avec les communes, de fermeture de ces systèmes pour permettre effectivement à la fois nous d'avoir un retour d'expérience, d'améliorer à chaque fois notre capacité de réactivité, de mise en place de ces éléments. Un axe 4 du coup qui a concerné la révision du plan de prévention des risques naturels à l'échelle d'Oléron, donc approuvé en août 2018. Donc avec la carte de l'aléa Xynthia plus 20 ici, mais avec un plan de prévision des risques qui était regardé jusqu'à l'horizon 2100 avec un aléa Xynthia plus 60. Ici, donc, c'est la présentation des axes 5 et 6 du programme PAPI, donc, qui concerne majoritairement des études, que ce soit sur les secteurs des marais. Donc une première étude qui est en cours d'être menée, qui est un diagnostic de vulnérabilité sur 3 secteurs préidentifiés, qui sont les Alars, Ors, la Chevalerie et le secteur de Grand Village, où on va les proposer aux habitants qui sont considérés en zone submersibles et qui ne sont pas protégés par un aménagement collectif, un diagnostic de vulnérabilité de leur habitation, donc pour qu'ils aient connaissance du risque de leur habitation, et leur proposer également un programme de travaux de protection individuelle chiffré par un prestataire qu'on a retenu pour cette mission-là. Après, ont été déjà réalisées plusieurs études pour étudier des différentes solutions de protection. Donc les études sur tout le pourtour littoral nord-est, sud-est et sur la côte ouest au sud de la Cotinière, reste à réaliser une étude sur le secteur des Trois-Pierres pour définir ce futur système d'endiguement. Et l'étude sur tout le secteur sud-est de l'île, qui est nommée l'étude 5.4, a permis de définir les 2 nouvelles actions de travaux qui ont été incluses dans le cadre de l'avenant PAPI, donc la protection d'Ors, la Chevalerie, et la protection des Alars qui n'était pas prévue initialement dans notre programme d'action.
avec des coûts, pour indication, les coûts des études qui sont présentés. Et du coup, un axe 7 qui concerne les différents travaux qui ont été réalisés ou qui vont venir, donc avec l'intégralité de nos travaux qui sont, enfin quasiment sauf les 2 nouvelles actions de l'action qui sont finalisées pour la plupart, avec le plus gros chantier qui se situe sur Boyarville-la Perrotine avec des travaux d'un montant de 9,4 millions d'euros qui sont en phase d'achèvement. Un deuxième gros chantier sur Saint-Trojan, où on a eu pour 2,5 millions de protection du centre-ville de Saint-Trojan. De plus petits chantiers, c'est la protection du foyer Landelongue et du village de la Perroche qui ont été terminés en 2019. Et enfin, ont été réalisés aussi dans le cadre de ce programme PAPI deux chantiers de Ganivelle, sur le secteur de Mata, sur la commune de Saint-Pierre, et sur le secteur de Plaisance, sur la commune de Saint-Georges, dans le cadre de ce programme d'action, et avec deux prochaines opérations de travaux à venir sur le secteur des Alards pour protéger le village, et sur le secteur d'Ors-la Chevalerie pour protéger ces villages à l'entrée du pont qui avaient été notamment touchés, fortement impactés par la tempête Xynthia. Donc là, avec une protection, pour l'instant, avec un budget prévisionnel d'1,7 million pour protéger ce secteur de l'entrée de l'île, et qui inclut également la protection de la route d'accès à l'île d'Oléron qui avait été touchée lors de Xynthia également. Quelques photos des différents travaux menés, avec la protection de Landelongue qui du coup est constituée d'un muret anti-submersion majoritairement. Les exemples de Ganivelle qui ont été posés sur Mata et Forêt-Briquet, avec sur le secteur de la Perroche, on a deux niveaux de travaux. On a eu à la fois un réensablement et la reprise d'un enrochement au sein de la baie de la Perroche, et sur le village de la Perroche, la réalisation d'un portail coulissant bâtard d'eau avec un muret anti-submersion pour venir fermer le point d'entrée en haut de la cale. Sur le secteur de Boyarville, la Perrotine, alors là on a une diversité de mesures pour protéger l'ensemble des deux villages. Ça va de digues en terre à la réalisation de murets de protection anti-submersion, en passant par un renforcement des pieds des perrets du chenal par des mises en place de pales planches. Et le secteur de Saint-Trojan-les-Bains, qui a été le premier finalisé, avec la réalisation également d'un muret anti-submersion et d'une digue en enrochement sur le pourtour du marais en bordure de centre-ville. Et voilà, pour les diverses actions qui ont pu être menées dans le cadre de ce programme d'action PAPI.